Michel Topman, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain et que vous avez déjà écrit des ouvrages liés à l'Iran, et c'est en tant qu'expert concernant justement la situation en Iran que nous souhaitons vous interroger ce matin, mais pas seulement, puisque dans la seconde partie de cet entretien, eh bien, nous parlerons également de ce qui vous passionne aussi, c'est-à-dire le cyclisme, et c'est la raison d'ailleurs de votre passage en Israël cette fois-ci, puisque vous allez couvrir ou en tout cas assister, participer au Giro qui débutera, donc on le sait, tout le monde le sait en Israël, c'est difficile de le manquer, à partir de vendredi matin, donc le Giro, une expérience tout à fait inédite, c'est-à-dire le départ d'un tour cycliste du Tour d'Italie en Israël, c'est tout à fait exceptionnel, et donc ça valait le déplacement, et vous allez nous en parler donc dans la seconde partie de cet entretien. Mais tout d'abord, parlons, on va dire, de choses un petit peu plus sérieuses avec ce qui se passe en Iran et les révélations faites par Benyamin Netanyahou dimanche soir. Alors, dans ces révélations, on l'a bien compris, puisque le Premier ministre, vous l'avez vu, s'est exprimé tout d'abord en anglais, était destiné avant tout à la communauté internationale, pas aux Américains, plus qu'il semble que la cause soit entendue du côté de Donald Trump, mais plus spécifiquement aux Européens. Et visiblement, on a le sentiment, même on va dire 36 heures après, que les Européens ont du mal à reconnaître que les Iraniens aient pu les duper, ou alors peut-être tout simplement, eh bien, c'est une forme de mauvaise foi de la part des Européens. Ils n'ont pas apparemment intérêt à reconnaître avoir été dupés par les Iraniens. À votre avis, comment vous expliquez, on va dire, la tiédeur avec laquelle les Européens ont accueilli ces révélations de Benyamin Netanyahou? Écoutez, d'abord, il faut voir quand même le chemin parcouru, puisque les Européens tenaient, comme je dirais presque comme à la prunelle de leurs yeux, à cet accord. Les Européens et les États-Unis d'Obama, ils tenaient énormément. Il était présenté comme un accord exceptionnel qui allait garantir la paix. Bon, les choses ont changé. Les choses ont changé d'abord avec l'arrivée de Trump, qui est venu sur les positions de Netanyahou, c'est-à-dire extrêmement critique par rapport à cet accord, et même plus que critique, considérant que l'accord était infondé. Mais les choses ont bougé aussi du côté des Européens. La position d'Emmanuel Macron, qui n'est pas tout à fait celle de Netanyahou ni celle de Trump, est quand même une position qui est extrêmement critique vis-à-vis de l'Iran, puisque Emmanuel Macron ne nous dit pas cet accord est extraordinaire, il garantit la paix, il nous dit cet accord, il faut le garder, parce que c'est un minimum, mais cet accord est insuffisant. Et donc, il y a une prise de conscience, en tout cas, de la France et de l'Allemagne, ce qui n'était pas évident il y a encore 6 mois. Il y a une prise de conscience qu'à côté de cet accord, que d'abord cet accord est un accord qui est précaire, c'est un accord qui gèle le programme militaire nucléaire iranien jusqu'en 2025, et quid après, et qui permettrait à l'Iran très vite de se doter de l'arme nucléaire, soit après 2025, soit si l'accord était rompu, et puis surtout qu'à côté de cet accord, il y a l'expansionnisme iranien qui a profité de la guerre en Syrie. En 3 ans, depuis 2015, il y a eu la conclusion de la guerre en Syrie, la victoire de Bachar al-Assad, qui n'était pas encore acquise il y a 3 ans, grâce à l'aide iranienne, et l'aide iranienne qui a profité de la situation pour aujourd'hui s'ériger en puissance potentiellement dominante sur le Proche-Orient avec un axe Téhéran, Bagdad, Beyrouth, Damas, même jusqu'au Yémen. Donc on a une situation qui a changé. Alors après, non, les Européens ne viendront pas sur la position de Trump, ni celle de Netanyahou, qui est de sortir de l'accord dès le 12 mai. Non pas. Pourquoi ? Parce que ça serait reconnaître leur erreur, ou alors ça serait parce qu'il y a une forme de complaisance envers l'Iran? Non, je crois pas. Je crois que la complaisance envers l'Iran, elle est terminée. Vous voyez, franchement. Ah oui, vous le sentez comme cela. C'est-à-dire, on n'est pas dans. Parce qu'on a le sentiment que, vu d'Israël, on a un peu le sentiment, et c'est en fait reflété par certains propos, comme ceux du ministre de la Défense, une forme d'hypocrisie de la part des Européens, à dire, bien, il y a des intérêts économiques aussi importants aujourd'hui. Ça joue, bien sûr, ça joue. Mais écoutez, regarde, vous avez vu le discours de Macron à Washington, devant le Parlement américain. Il a dit l'Iran n'aura pas la bombe, ni aujourd'hui, ni demain, ni dans 5 ans. Never. Il l'a dit en anglais avec un très bon accent américain que moi. Never. Il a dit. Ça veut dire jamais. Alors quand on dit jamais, c'est un engagement très important. Ça veut dire que soit on empêche l'Iran d'avoir la bombe par un meilleur accord, soit un jour on utilise la force. Mais c'est un engagement très fort de la part de Macron. Alors, il peut aussi ne pas tenir son engagement, mais en tout cas, il y a un engagement qui a été pris. Et donc là, je crois que la divergence aujourd'hui, elle est tactique. C'est
il y a une prise de conscience de la part de la France et de l'Allemagne. Il y a la même prise de conscience que celle des États-Unis. Il n'y a pas évidemment les mêmes intérêts, il n'y a pas la même proximité, il n'y a évidemment pas la même sensibilité qu'Israël, mais il y a une prise de conscience. La question, elle est tactique. C'est est-ce que on sort de l'accord demain, c'est-à-dire le 12 mai, mais avec quelles conséquences? Oui. Ben, qu'est-ce qui se passe? C'est ça la question. C'est qu'il n'y a pas encore de... Qu'est-ce qu'on fait? Il y a la Russie et il y a la Chine. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Les Américains, l'OTAN est intervenu au Kosovo en 99, mais la Russie avait donné son feu vert. Alors justement, je vous pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire? En Afghanistan, en Irak, là on n'est pas dans la situation de l'Irak, c'est-à-dire qu'on se heurte à la Russie et à la Chine. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ça je sais pas. Je sais pas, c'est pas à moi de le dire. Mais je sais qu'il faut, moi je pense qu'il ne faut pas, il faut que le front occidental reste uni, hein, et il faut que les Occidentaux discutent entre eux pour trouver les meilleures solutions. C'est clair que cet accord cet accord ne peut pas durer, ne protège pas la paix. Voilà, cet accord en tant que tel ne protège pas la paix, car même si cet accord était scrupuleusement respecté, oui, ce dont on doute aujourd'hui, si cet accord était scrupuleusement respecté par l'Iran, en même temps, ils sont aujourd'hui aux portes d'Israël, ils ont des bases aux portes d'Israël, donc même sans armes atomiques, l'Iran constitue aujourd'hui un danger pour Israël et pour la paix. Donc il y a évidemment là, la question est de savoir si on va à l'affrontement très vite, parce que le 12 mai, si les Américains se retirent, ça veut dire qu'on est dans une crise et probablement une solution militaire, ou si on se donne encore quelques mois, peut-être pour un autre accord, ce qui est peu probable, parce que c'est vrai que des deux côtés, on n'a pas de bonne solution. L'Iran ne veut pas d'un autre accord, et la Russie et la Chine, a priori, n'en veulent pas. Donc peut-être un affrontement un peu plus tard, mais on est quand même dans une situation de tension. Oui. Alors justement, vous parliez de la Russie et de la Chine. Quel est le rôle que peut jouer Poutine dans toute cette affaire? Parce que on ne peut pas être à chaque fois omniprésent lorsqu'il s'agit de parler de l'Iran, lorsqu'on est donc d'être le maître des lieux lorsqu'il s'agit de la Syrie, et puis ne plus disparaître lorsqu'il s'agit de régler cette crise liée à l'accord de Vienne. Quel est le rôle que doit jouer, à votre avis, ou que peut jouer Poutine? Est-ce que, par exemple, les Israéliens ont une chance de le persuader et je rigole en même temps que je pose la question, de modifier son positionnement par rapport à l'Iran, après la découverte des révélations israéliennes du Mossad? Alors écoutez, je pense que le Poutine est aujourd'hui dans un costume qui est trop grand pour lui. C'est-à-dire que la Russie, qui reste une puissance économique faible, hein, la Russie n'est pas une grande puissance économique, contrairement aux États-Unis ou à la France ou même à Israël, se retrouve engagée dans des responsabilités géopolitiques qui la dépassent. Elle a profité de l'affaiblissement des États-Unis et du retrait américain sous Obama pour se retrouver en grande puissance tutélaire du Proche-Orient. Alors évidemment, la question, c'est quid de l'Iran, quid des petits satans, finalement, qui ont été engendrés. Alors ça, je reprends le terme spécifiquement des Iraniens. Hein. Est-ce que la Russie a intérêt à laisser s'établir à ses frontières une grande puissance islamiste, en l'occurrence l'Iran? Alors, on comprend très bien le jeu que la Russie a pu jouer en laissant avancer contre l'Occident, contre les États-Unis, pour prendre pied au Proche-Orient en laissant s'avancer l'Iran. Mais est-ce que, à un moment donné, il ne va pas y avoir un retour de l'Est, vous voyez? Parce que la Russie a aussi des millions de musulmans à ses frontières, à l'intérieur du territoire et puis dans les pays limitrophes, et la Russie combat les islamistes. Est-ce qu'elle a intérêt à laisser une grande puissance islamiste dont on connaît les visées expansionnistes, hein? Vous avez vu ce qui se passe avec le Maroc. Ils viendront ses relations diplomatiques avec l'Iran. Donc la Russie n'a pas les yeux de Chimène pour l'Iran. C'est une alliance de circonstances entre deux pays qui ont toujours qui sont des pays voisins, qui ont eu des centaines de kilomètres, voire des milliers, jadis, de kilomètres de frontières communes, et qui ont toujours été en rivalité. Alors, la question, c'est jusqu'où la Russie laissera-t-elle aller l'Iran? Alors, je voudrais revenir juste, si vous permettez, Michel, à l'Iran. On parle d'un côté d'une puissance régionale, etc. On parle donc du nucléaire, mais finalement, quand on avance l'hypothèse d'une confrontation directe entre Israël et l'Iran, eh bien, on découvre, et c'est un des titres ce matin dans le site Ynet israélien, que finalement, eh bien, l'armée iranienne est une armée relativement pauvre, que les avions de chasse iraniens ne sont pas en mesure de rivaliser avec les avions israéliens. Est-ce que, d'une manière ou d'une autre, les Iraniens
ont un potentiel militaire, en dehors du nucléaire bien entendu, capable de faire face aux Israéliens, ou alors ils vont se prendre une raclée, comme on dit? Bien sûr que non, bien sûr que non. Ils n'ont pas, si vous n'avez pas une économie dynamique, si vous n'avez pas un niveau de recherche technologique important comme Israël ou comme les États-Unis, vous ne pouvez pas gagner une guerre. Et en plus, mener une guerre à 1000 km de leur base, il se posera la question du ravitaillement. Et puis ensuite, il y a la question politique. Quelles seront les conséquences politiques sur la population iranienne qui manifeste en disant, qui manifestait encore il y a quelques semaines en disant pas d'argent pour le Hezbollah, pas d'argent pour Gaza, de l'argent pour l'Iran. Oui. Les Iraniens, ils savent aujourd'hui par Facebook et par la télé, ils voient que leur pays dépense des fortunes pour armer le Hezbollah, pour armer le Hamas, alors que chez eux, il y a une crise économique considérable. Ça affaiblit, on va dire, ça affaiblit le régime, des révélations comme celles faites par Netanyahou, ça renforce l'opposition. Je ne sais pas, ça. Alors attendez, attention, parce que après, c'est toujours compliqué. Il y a aussi, alors le régime est détesté, c'est un tigre de papier, mais il y a aussi toujours l'honneur national de ce pays. Vous savez, là, moi, il y a une chose qui m'a frappé, c'est quand même cet affront qui est infligé à la République islamique. Comment on peut aller comme ça dans l'endroit le plus secret de la République islamique, on peut aller dérober des documents hyper secrets. Alors ça veut dire que ce régime est très très faible. C'est un régime policier qui va surveiller la manière dont les femmes sont habillées. Il y a une police pour surveiller s'il y a une mèche qui dépasse, du foulard d'une jeune fille dans les rues de Téhéran. Ils sont pas capables de garder les documents les plus secrets. Donc c'est quelque chose. C'est une gifle pour le régime qui est épouvantable. C'est épouvantable. Et ça prouve aussi qu'il y a à l'intérieur du régime des complicités. Israël a bénéficié de complicités à un haut niveau. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être des scientifiques, peut-être des gens en tout cas importants dans l'appareil scientifique et militaire du régime qui aujourd'hui ont joué le jeu d'Israël pour affaiblir leur propre régime. Donc on est dans une situation extrêmement complexe. Moi, vous savez, après, c'est pas à moi d'appeler vous, nous n'avons pas tous les éléments pour apprécier les révélations faites par Netanyahou. Vous savez, après, il faut avoir les dossiers sous les yeux, il y a des techniciens qui vont comprendre, expliquer tout ça. Ce qui apparaît, c'est que les Iraniens ont menti avant, mais ça on le savait, c'est qu'on ne peut avoir aucune confiance dans cet accord, c'est que cet accord, évidemment, ne garantit pas la paix. Maintenant, les révélations de Netanyahou n'apportent pas, comme disent les Américains, the smoking gun, vous savez, le pistolet ciment. C'est-à-dire, on n'a pas la preuve qu'aujourd'hui, dans tel endroit, c'est ça qu'on attendait. Comme on n'avait pas la preuve en 2003 que Saddam Hussein, à tel endroit, fabriquait des armes chimiques. Donc, c'est ça le problème pour les Occidentaux. Mais ce qui est clair, c'est que cet accord a du plomb dans l'aile et qu'on est dans une situation, peut-être pas aujourd'hui de guerre, mais de tension et d'affrontement avec l'Iran. Ça, c'est clair. Et que ça ne fait que commencer. Oui, ça je pense qu'on l'a compris. Et que les Occidentaux sont quand même globalement du côté d'Israël et des États-Unis. C'est clair aussi. Quand Macron s'engage en disant ils n'auront jamais la bombe, vous savez, on a connu d'autres présidents français qui avaient peut-être des positions moins claires. Hein. Voilà, donc on est dans une situation très incertaine, mais je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui, je constate effectivement, on le comprend bien. En tout cas, merci beaucoup Michel de nous avoir éclairé donc sur ce dossier extrêmement brûlant et sans transition, puisque nous sommes ensemble et que vous me l'aviez dit hors antenne hier lorsque nous sommes parlé. Vous êtes ici donc à Paris, en Israël, pour être témoin, participer donc au lancement. Participer à vélo, Oui, pas à vélo. Oui. Il fait trop chaud. Voilà, il fait trop chaud. Oui. D'ailleurs, c'est une bonne question. Ça. On se demande comment ils vont tenir le coup les coureurs pendant ces 3 jours sous un charab, sous un temps extrêmement chaud et sec prévu pour les prochains jours. Mais en tout cas, la question que je vous pose, c'est tout à fait exceptionnel que le Giro débute, on va dire, si loin, non seulement ce n'est pas en dehors de l'Italie, mais c'est vraiment en dehors de l'Europe. Comment, d'abord, c'est un spectacle véritablement exceptionnel pour les Israéliens. C'est une occasion, comme le disent les publicités, que l'on peut voir un peu partout à travers le pays. C'est une occasion d'une vie, une fois par vie, qu'un tel événement cycliste peut se produire dans le petit État d'Israël.
Ben, vous savez, hier, j'arrivais à l'aéroport à Tel Aviv, et il y avait des Italiens partout, il y avait des cars, pas des cars, mais des groupes de touristes italiens, d'admirateurs du vélo, et puis de gens qui en profitent pour venir visiter Israël. Donc c'est un événement extraordinaire pour Israël, c'est le summum de la normalisation. Oui. C'est-à-dire le jour où ce pays, dont on parle 90% du temps à propos du conflit israélo-palestinien, pour dire que les Israéliens maltraitent les Palestiniens, ou qu'un adolescent palestinien a été tué à la barrière de Gaza. Bon, là, brusquement, on en parle comme d'un pays normal. On va voir pendant 3 jours, retransmis dans 171 pays du monde, des images, des paysages israéliens, donc de Jérusalem, de Haïfa, de Tel Aviv, du désert, de Beersheba jusqu'à Eilat. Donc, on va en parler comme d'un pays normal. Et il va s'y dérouler une compétition, la compétition la plus européenne, puisque le Tour d'Italie, c'est comme le Tour de France, ça appartient au patrimoine historique de l'Italie et de l'Europe. C'est comme si on venait fabriquer le camembert ou le parmesan en Israël. C'est brusquement, Israël est totalement intégré au concert des nations à travers une grande course cycliste. Hein. Et c'est vrai que c'est un geste assez extraordinaire qui est dû à l'entremise d'un homme d'affaires juif canadien Sylvain qui est passionné de cyclisme et qui a créé une équipe cycliste professionnelle en Israël qui va participer au Giro. Ouais. Et pour la première fois, il y aura 2 coureurs cyclistes, 2 jeunes cyclistes professionnels israéliens qui vont participer à une grande course cycliste. C'est la 2e plus grande course au monde. Oui, d'ailleurs, c'est l'occasion de dire que si vous voulez tout de même faire quelques petits tours de vélo, vous allez pouvoir le faire désormais, puisqu'il y a à Tel Aviv, il y a un nouveau vélodrome qui va être inauguré. On a justement Sylvain Adams, qui est cet homme d'affaires qui finance, on va dire, la quasi-totalité des coûts de ce démarrage du Giro 2018, a participé au financement de ce vélodrome à Tel Aviv, et donc si vous le souhaitez, vous pourrez vous aussi faire du vélo sur le vélodrome, le futur grand vélodrome de Tel Aviv qui doit ouvrir ses portes dans quelques semaines. Alors une question, et c'est une question bien entendu que l'on se pose quand on est francophone: pourquoi le Giro et pourquoi pas le Tour de France? Bon, écoutez, là je crois que c'est dû à l'audace de cette personnalité, hein, de ce monsieur dont vous venez de citer, qui aime Israël, qui je crois a aussi une nationalité israélienne, qui veut développer le cyclisme dans ce pays. Il n'y a pas, je pense, dans le staff du Tour de France, de quelqu'un qui est amoureux d'Israël, qui connaît ce pays. Et puis, il y a plus d'audace parce que c'est très compliqué de faire partir un tour à l'étranger. Le Tour de France, le Tour d'Italie sont déjà partis des Pays-Bas, d'Angleterre, mais ce sont des problèmes logistiques énormes. Mais je sais qu'il y a 30 ans, 35 ans, les chefs du Tour de France, Félix Séguin et Jacques Godet, voulaient faire partir le Tour de France de New York, qu'ils ont abandonné. Et là, c'est la première fois que le Tour d'Italie part hors d'Europe. C'est une logistique considérable parce que ils vont courir 3 jours. Il y a 3 000, 4 000 personnes qui sont arrivées. Parce qu'il y a les 178 coureurs, mais il y a les mécaniciens, les directeurs sportifs, les journalistes, la caravane publicitaire. Donc ça fait des milliers de personnes qui sont arrivées et qu'il va falloir rapatrier dimanche soir ou lundi pour être mardi matin au départ en Sicile. Ouais. Plus c'est fatigant pour les organismes et les coureurs. Il y a le choc thermique, hein, que j'ai moi-même expérimenté hier quand il fait 3 degrés à Paris le matin et 34 degrés ou 35 à Tel Aviv. Donc c'est très très compliqué, c'est un pari très audacieux. Espérons qu'il réussira. Pas sur le plan sportif, puisqu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Il y aura de belles étapes. Sur le plan climatique, ils auront très chaud, mais l'enjeu et le pari est sécuritaire. Car c'est très compliqué de sécuriser une course cycliste, c'est sur des routes. C'est le seul sport qui se déroule en plein air, c'est pas dans un stade fermé. Ils vont aller de Haïfa à Tel Aviv, 170 km, de Beersheba à Eilat. Donc il faut sécuriser des centaines de kilomètres de route en pleine campagne, dans le désert, et il faut évidemment qu'il n'y ait aucun incident. Car le moindre incident nuirait évidemment à l'image d'Israël, mais en même temps, si une course cycliste se déroule sur 500, 600 km en 3 jours, avec des milliers de personnes et qu'il n'y a pas le moindre incident, je pense que c'est un feu vert donné au tourisme vers Israël. C'est-à-dire que les gens se diront, voilà un pays qui fait, les paysages sont jolis, il y a des monuments historiques, les gens sont accueillants et en plus, il n'y a aucun risque. Donc, il faut vraiment que le pari soit réussi et je crois que l'enjeu sur le plan sécuritaire est énorme.
Eh bien, en tout cas, vous nous avez vraiment donné envie de suivre de plus près ce Tour d'Italie, le départ de ce Tour d'Italie donc en Israël, départ vendredi matin, prologue à Jérusalem, et peut-être d'espérer qu'un jour, eh bien, à l'initiative d'hommes d'affaires ou de personnalités juives de France, eh bien, on puisse peut-être espérer un départ du Tour de France, donc aussi à Jérusalem, peut-être dans quelques années, on l'espère. En tout cas, voilà. Merci beaucoup Michel Topman d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir éclairé sur ces deux sujets. Et bonne journée, bon séjour en Israël. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir. Voilà, nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve dans quelques instants avec Eliana Gurfinkel pour sa chronique Un jour, notre histoire.